Le 5 décembre 1945, une routine d'entraînement militaire tourne au drame lorsqu'un escadron de 5 avions de la marine américaine, connu sous le nom de Vol 19, décolle de Fort Lauderdale pour une mission d'entraînement simple. Mais ce qui devait être une journée sans histoire va se transformer en l'une des disparitions les plus mystérieuses du XXe siècle. Les avions, ainsi que leurs 14 pilotes et membres d'équipage, disparaissent sans laisser de traces dans le fameux triangle des Bermudes. Que s'est-il réellement passé ce jour-là? Mauvaises conditions météorologiques, défaillances techniques, ou alors phénomène inexplicable. Dans cette vidéo, on va plonger au cœur de ce mystère en analysant les dernières communications troublantes des pilotes et évidemment les théories les plus populaires, mais surtout les zones d'ombre qui continuent d'alimenter ces spéculations. Allez, attachez vos ceintures et aujourd'hui on part à bord d'un des avions du vol 19. Mais avant tout, bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Ici on parle de faits divers, mais pas que, comme on peut voir avec cette vidéo. J'aime beaucoup les mystères et dès que j'en vois un, j'aime bien aller me plonger dedans, faire des recherches et essayer de savoir s'il y a du vrai mystère dedans ou s'il y a des explications plus rationnelles. Ça, vous me direz à la fin ce que vous en avez pensé, si vous avez toujours des théories farfelues ou est-ce que c'est des choses beaucoup plus logiques et rationnelles. Ce sera à vous de donner votre point de vue en commentaire. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à aller faire un tour sur ma boutique. La promotion de Noël est en cours, il est temps de se faire plaisir et plaisir à vos proches, avec une promotion qui vous donne 15% de remise dès 40 € d'achat sur la boutique, donc n'hésitez pas à y faire un tour, c'est le moment. Des créations artisanales et originales, ça fait toujours plaisir et surtout ça change. Sinon, écoutez, installez-vous confortablement, prenez quelque chose à grignoter et c'est parti pour l'histoire du jour. Déjà avant toute chose, le vol 19 était un groupe de 5 avions torpilleurs de type TBM Avengers de la marine américaine. Ils étaient stationnés à la base navale de Fort Lauderdale en Floride. Ce jour-là, les 5 avions étaient programmés pour une mission d'entraînement de routine où l'objectif de la mission était d'effectuer des manœuvres de navigation en survolant les îles Bahamas et revenir ensuite à la base. Le vol était dirigé par le lieutenant Charles C. Taylor, un pilote expérimenté de 28 ans qui d'ailleurs avait déjà plus de 2500 heures de vol à son actif, et chacun des autres avions transportait 2 à 3 membres d'équipage, en majorité par contre des élèves pilotes. C'est toujours bon de rappeler que dans l'escadron, dans tous les membres d'équipage et pilotes, il y avait réellement une seule personne qui était vraiment expérimentée, les autres étaient plus là en tant qu'élèves et donc forcément apprendre. La mission du vol 19 a normalement commencé à 14h10. Les avions devaient suivre une trajectoire triangulaire de Fort Lauderdale aux Bahamas, puis retourner ensuite à la base. Environ 90 minutes après le début de la mission, les avions auraient dû avoir terminé leur première manœuvre. Cependant, à partir de 15h45, des communications radio inhabituelles commencent à être rapportées. Le lieutenant Taylor et les autres pilotes semblent complètement désorientés. Ils n'arrivent plus du tout à déterminer leur position. Et d'ailleurs, le lieutenant Taylor va rapporter que ces 2 compas sont hors service. Les compas servent justement à se repérer en fait dans l'avion, là où on est je veux dire, et les 2 étaient hors service et qu'à cause de ça, plus aucun pilote ne pouvait savoir dans quelle direction il devait aller. Et c'est à ce moment-là qu'une série de messages radio de plus en plus confus et surtout paniqués ont été enregistrés. Je cite: « Nous ne savons pas où nous sommes. Nous devons être à environ 225 miles au nord-est de la base. Nous ne pouvons pas voir la Terre. Tout est bizarre. Nous sommes même pas sûrs de la direction ouest. Rien ne semble correct. » Après ces communications, et à mesure que le temps passe, il semble évident que le vol 19 avait perdu tout repère. La base navale qui recevait ces communications a bien évidemment essayé de les guider en leur demandant de voler vers l'ouest, mais le problème c'est qu'à ce moment-là, le lieutenant Taylor était persuadé qu'il volait vers l'est. Il était sûr qu'à ce moment-là, il était en train de voler au-dessus des Florida Keys, alors qu'en fait, il se trouvait probablement beaucoup plus au nord, au-dessus de l'océan Atlantique. Donc, pour vous résumer si c'est pas très compréhensible, en gros, le lieutenant Taylor était persuadé d'être à l'opposé de ce que la base pensait qu'ils étaient, et en fait, du coup, forcément, quand ils ont communiqué et que la base leur a demandé de voler vers l'est, vers l'ouest,
Et bien le lieutenant, vu que lui il pensait qu'il était pas du tout à cet endroit-là, et ben il a décidé de ne pas suivre de ce que la base lui conseillait de faire. À ce moment-là, les conditions météorologiques se sont progressivement détériorées. C'est très souvent les conditions météorologiques se détériorent très rapidement en mer. Et en fait, les messages radio sont devenus de plus en plus brouillés. À 19h04, la dernière transmission claire fut entendue de la part du vol 19. Je vous la cite. « Nous descendons dans l'eau. Quand le premier avion aura moins de 10 gallons de carburant, nous allons tous nous poser ensemble. » Et peu après, les conversations ont complètement cessé et les 5 avions ont disparu sans laisser de traces. Sur la dernière communication, on comprend très clairement qu'ils vont bientôt manquer de carburant et que s'ils ne trouvent pas une terre rapidement où se poser, ils vont devoir se cracher directement dans l'eau. Immédiatement après la prise de contact, la marine va lancer une vaste opération de recherche et surtout de sauvetage. Il y a un hydravion de type PBM Mariner, surnommé d'ailleurs la boîte d'allumettes volante, en raison de sa tendance à prendre feu. Oui, c'est un avion de sauvetage mais qui a tendance à pas souvent marcher bien. Et va être envoyé vers 19h27 pour retrouver évidemment le vol 19 en urgence. Et en fait, ça va encore plus alimenter tout le mystère autour de cette affaire parce que seulement 20 minutes après le décollage, cet avion qui était parti les sauver va disparaître à son tour. Et il va disparaître avec les 13 membres d'équipage que contenait évidemment cet avion de sauvetage. Donc là c'est la panique à bord, 5 avions disparaissent, on envoie un autre avion et l'avion disparaît à son tour. Donc là c'est la panique à bord, les gens ne comprennent pas ce qui se passe, mais il faut quand même envoyer de nouveaux des secours pour sauver à la base les 5 avions, mais maintenant également l'avion de sauvetage qui vient de se perdre également. Malgré les recherches de la marine dans le secteur pour retrouver tous ces avions et tous ces membres d'équipage, rien ne sera retrouvé. Même pas des débris. C'est à ce moment-là que l'enquête menée par la marine américaine va conclure évidemment que le vol 19 avait probablement été désorienté à cause d'une combinaison de facteurs, et notamment la météo, l'épuisement de carburant et une possible confusion de la part du lieutenant Taylor concernant leur position exacte, qui aurait mené justement à sûrement un crash en mer, et sûrement pour ça qu'on n'a pas retrouvé de débris. Ce que les gens n'ont pas forcément compris, parce que un crash en mer, sachant qu'en plus la marine a réagi extrêmement rapidement, aurait dû être vu, c'est-à-dire que des débris d'avion auraient dû être vus, des survivants sûrement, des crashs dans l'eau, etc. Et là, rien n'a été retrouvé. Et du coup, au vu des spéculations et les gens qui étaient un peu contre ces conclusions, la conclusion du coup va être révisée en fait après, et ça va devenir officiellement, entre guillemets, cause inconnue. Donc la disparition va être mise sous le compte d'une cause inconnue. Et en fait, cette conclusion va évidemment laisser la porte ouverte à tout type de spéculation et de théories en tout genre, parce qu'en plus, la localisation dans laquelle les avions ont disparu, eh bien, alimente les théories depuis très très longtemps. Parce que oui, les avions n'ont pas disparu n'importe où, mais ils ont disparu dans le triangle des Bermudes. Et du coup, maintenant, il est temps de faire un point sur qu'est-ce que le triangle des Bermudes et pourquoi cet endroit est autant apprécié par les gens qui adorent parler des théories du complot. Donc le triangle des Bermudes, aussi surnommé d'ailleurs le triangle du diable en raison du grand nombre de disparitions qui s'y passent, est en fait une région géographique située dans l'Atlantique Nord où de nombreuses disparitions mystérieuses de navires, d'avions, de personnes ont été rapportées au fil des décennies. Ce phénomène a fasciné à la fois les scientifiques et les amateurs évidemment de mystère, engendrant de nombreuses théories allant des plus rationnelles aux plus paranormales. Voici un petit aperçu détaillé des faits et théories des mystères qui entourent cette région. Déjà attendez, premièrement, le triangle des Bermudes n'est pas une entité officiellement reconnue par des institutions comme la marine ou l'US Board of Geographic Name, donc c'est pas officiel, il n'y a pas un endroit qui s'appelle triangle des Bermudes réellement, mais en fait c'est communément délimité par 3 points précisément: Miami en Floride, San Juan à Porto Rico et évidemment les Bermudes, une petite île britannique dans l'Atlantique Nord. Ces 3 points forment un triangle, pour ça qu'on appelle ça le triangle, imaginaire d'environ 1,5 million de kilomètres carrés. Autant vous dire que c'est gigantesque. Quand on le voit sur un planisphère, ça paraît tout petit, mais en réalité c'est gigantesque. Sachant que le triangle, c'est de l'eau. L'intérêt pour le triangle des Bermudes a commencé dans les années 1950, lorsqu'il y a des écrivains qui ont commencé à relier plusieurs disparitions maritimes et aériennes inexpliquées dans la région. Et le terme triangle des Bermudes a été popularisé en 1964 exactement par l'écrivain Vincent Gaddis dans un article du magazine Argosy. En ce qui concerne les disparitions les plus connues du triangle des Bermudes, vous en avez plusieurs, je vais vous en citer quelques-unes. En 1840, la disparition du navire Rosalie. Ce navire marchand français aurait été retrouvé abandonné, sans aucun signe de vie à bord, alors qu'il traversait le triangle des Bermudes.
Mystérieux. Ensuite, vous avez en 1918 l'USS Cyclope, un navire de ravitaillement américain qui transportait plus de 300 personnes et une cargaison de manganèse, a disparu sans émettre de signal de détresse entre la Barbade et Baltimore, et c'est l'une des plus grandes pertes humaines qui s'est passée dans les triangles des Bermudes. Donc en 1945, il y a le vol 19, la vidéo d'aujourd'hui, donc vous pouvez rester ici, vous en saurez plus. Et ensuite, vous avez en 1963 le navire marine Sulphur Queen, un pétrolier de 134 mètres de long, transportant du soufre liquide, qui a disparu avec ses 39 membres d'équipage. Aucune trace du navire n'a été retrouvée, hormis quelques débris flottants. Et en fait, le problème dans ces endroits-là, c'est que c'est l'océan. Voilà. Donc quand vous avez des crashs, quand vous avez des navires qui sont retrouvés sans équipage, bah vous n'avez pas de témoins en fait. Donc forcément il y a énormément de théories qui vont naître parce que vous n'avez pas d'explication rationnelle à donner, parce que les équipages vont pas sauter à l'eau pour mourir. Enfin vous voyez, c'est un peu bizarre, donc forcément tout de suite on parle de théories un peu loufoques, on adore ça. Au niveau des théories qui expliquent justement le nombre de disparitions dans le triangle des Bermudes, il y en a plusieurs. Premièrement, l'une des plus grandes théories, ça reste quand même les courants marins et les vagues scélérates. Et oui, du rationnel, on veut du rationnel. Cette région est connue justement pour avoir des courants marins puissants, tels que le Gulf Stream, qui pourraient facilement déplacer ou désorienter les navires et aussi les avions. Et surtout, dans cette région, il y a des vagues scélérates. Les vagues scélérates sont des vagues gigantesques et surtout imprévisibles, qui peuvent atteindre jusqu'à 30 mètres de haut. Ça peut facilement submerger des navires, ça peut facilement justement shooter des avions si ils sont à ras. Et ça on y reviendra après justement pour le vol 19. Les vagues scélérates ont longtemps été connues dans le milieu marin parce que les marins en parlaient, mais ça a été prouvé scientifiquement bien plus tard, donc beaucoup de gens ne mettaient pas ça sur ce compte-là parce que pour eux c'était pas possible que des vagues en plein milieu de l'océan, comme ça, de 30 mètres, naissent comme ça pour rien. Si, ça a été évidemment scientifiquement prouvé. Deuxième raison, les conditions météorologiques. En fait, le triangle des Bermudes, par sa localisation, est sujet à des tempêtes soudaines, des ouragans et surtout des trombes marines. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une trombe marine, je vous mets évidemment des photos. C'est des tornades dans l'eau. Ces conditions peuvent causer la perte d'un avion ou d'un bateau sans préavis, puisqu'en fait, encore une fois, les conditions météorologiques en mer sont extrêmement changeantes et rapidement. Donc on ne peut pas réellement prévoir ce qui va nous tomber dessus quand on est en avion ou en bateau. Les tornades océaniques et les squales peuvent vraiment se former super rapidement. Et ça provoque des vents extrêmement violents, mais aussi des vagues massives. Une trombe marine peut quand même provoquer des vagues à sa base. Donc imaginez-vous dans un navire à l'époque, vous ne devez pas être fier. Troisième théorie, les défaillances magnétiques. Ça, on entend beaucoup parler quand on parle du triangle des Bermudes, on parle souvent de défaillances magnétiques dans ce secteur. Il y a certains chercheurs justement qui ont suggéré que des anomalies magnétiques dans cette région pourraient affecter les instruments de navigation, notamment les boussoles ou les compas. Et bien que la Terre possède deux points où le nord magnétique et le nord géographique sont parfaitement alignés, appelées d'ailleurs les lignes agoniques, ces points changent en fonction du temps et de la localisation. À une certaine époque, une telle ligne, justement, passait dans le triangle des Bermudes, ce qui aurait pu causer des confusions de navigation. Et ça nous rappelle justement, dans le vol 19, le lieutenant qui dit que ses compas ne fonctionnent plus. Une anomalie magnétique qui vient justement brouiller les repères des personnes qui sont dans les bateaux ou dans les avions parce qu'ils n'ont plus du tout de quoi se guider. Quatrième théorie pour cet endroit, la dissolution sous-marine de méthane. Et oui, il y a des poches de gaz de méthane en fait qui sont connues pour exister dans le fond océanique. Ça existe, il y en a partout. Et en fait, en cas de libération massive, le méthane pourrait diminuer la densité de l'eau. Et ça rend impossible la flottabilité d'un navire. Voilà. Alors, ça fait un peu surnaturel quand même, mais en fait, si vous voulez, vous avez l'eau, vous avez le bâton qui flotte, en dessous il y a une poche de méthane qui se perce, et en fait le méthane va se dissoudre dans l'eau et faire que toute cette zone là, en dessous du bateau, ne peut plus supporter le bateau flotter, donc il va tout simplement sombrer, comme ça. Et en fait, ça pourrait évidemment provoquer un naufrage de bateau, sans laisser aucune trace, puisqu'il serait littéralement englouti dans l'eau, avalé par l'océan. Mais le problème c'est que cette théorie reste hypothétique parce que elle a jamais été vraiment démontrée à l'échelle, à grande échelle. C'est difficile de faire un test avec un navire de 130 mètres de long pour voir si c'est réalisable. C'est juste une théorie parce qu'on l'a testé dans des petits trucs, mais à grande échelle on ne sait pas ce que ça donne. Et oui, ça vous l'attendez évidemment, le triangle des Bermudes a suscité énormément de théories paranormales et plus spéculatives.
La première, intervention extraterrestre. On aime les interventions extraterrestres, il y en a partout dans les théories comme ça, et c'est évidemment l'une des théories les plus populaires. En fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que le triangle des Bermudes pourrait être un site d'enlèvement extraterrestre, et que du coup, ça pourrait expliquer les disparitions par exemple des navires, où les navires se sont retrouvés sans plus personne à bord, où en fait, les extraterrestres sont venus se servir de tout le monde et les ont tous embarqués, et que voilà, ils les prennent vraiment que dans ce secteur-là. Pourquoi? On sait pas, ils aiment bien le climat du triangle des Bermudes. Deuxième théorie paranormale, on va dire, portail dimensionnel ou vortex temporel, pourquoi pas. Certains affirment que le triangle pourrait contenir un portail vers une autre dimension, ou un vortex temporel qui aspirerait des navires et des avions vers des lieux inconnus, les faisant disparaître de notre réalité pour réapparaître dans une autre. C'est une idée largement véhiculée évidemment dans la science-fiction. Aujourd'hui, c'est des choses qui restent de la science-fiction. Même si c'était vrai, on pourrait jamais le prouver. Donc ça serait très compliqué. Et surtout, les fonds marins sont très profonds, donc on peut pas vraiment aller fouiller. Je suis persuadée qu'au fond, il doit y avoir un milliard de cadavres de bateaux. Voilà, mais c'est une théorie, je vous l'ai dit. Et la troisième théorie, que je n'avais jamais entendue pour le coup, quand je l'ai lue, je me suis dit, bon, j'avais jamais entendu ça. La cité perdue d'Atlantide. Vous connaissez? Il y a un dessin animé qui était génial avec ça. Bon, je l'ai regardé, je me rappelle plus comment il s'appelle. Si vous voyez de quoi je parle, mettez-le moi en commentaire, je me rappelle plus. Ah, elle avait un cristal. Enfin bref. Et bien, il y a une autre théorie qui dirait justement que les ruines de cette légendaire cité se trouveraient justement dans le triangle des Bermudes, donc dans le fond marin. Et que la ville posséderait des technologies avancées, inconnues pour nous, qui seraient encore actives, et que ces technologies pourraient perturber justement les instruments de navigation et provoquer des catastrophes sur des navires et des bateaux. Voilà. Oui, en gros, toutes les théories n'expliquent pas du tout ce qui peut se passer, ça reste mystérieux. Mais bon, je vous arrête tout de suite. Malgré le folklore du triangle des Bermudes, il y a quand même de nombreuses études qui ont été menées pour examiner les phénomènes qui s'y passent. En 1975, l'écrivain Lawrence David Kirsch, dans un de ses bouquins, d'ailleurs le bouquin c'est The Bermuda Triangle Mystery Solved, oui j'ai un accent incroyable, a analysé justement minutieusement les cas et a conclu en fait qu'il y a beaucoup de disparitions qui pourraient être tout simplement expliquées par des causes naturelles, des causes humaines, comme des erreurs de navigation, des conditions météorologiques extrêmes ou évidemment des accidents mécaniques. Et en fait aussi Kirsch a précisé que dans le triangle des Bermudes, le truc c'est qu'il y a beaucoup d'histoires qui ont été exagérées et même carrément inventées pour justement alimenter le folklore du triangle des Bermudes. Voilà, désolée de vous casser le délire. Et surtout en fait, il y a évidemment les gardes-côtes américains et la marine qui ont aussi enquêté de leur côté sur tous ces débats de disparition, puisque ça fait un gros tapage, tout le monde en parle, etc. Et en fait, ils ont affirmé qu'il n'y avait aucune preuve qu'il y avait des incidents inexpliqués qui se produisaient là-bas, mais surtout qu'il y avait plus d'accidents qu'ailleurs. Si on compare un autre endroit du globe avec le même trafic maritime et aérien que le triangle des Bermudes, on se rend compte qu'en fait, c'est pas si surprenant qu'il y a autant de disparitions. C'est juste que cet endroit-là est très fréquenté, donc forcément, il y a plus d'accidents. Mais globalement, statistiquement parlant, c'est pas plus qu'ailleurs. Parce que le triangle des Bermudes est une zone de passage maritime importante avec des milliers de navires qui traversent la région chaque année. Il y a beaucoup d'experts qui estiment que beaucoup de mystères du triangle des Bermudes sont dus à des facteurs comme la météo tropicale imprévisible, des erreurs humaines ou la grande profondeur de l'océan à cet endroit, jusqu'à 8000 mètres dans certains endroits, ce qui rend évidemment difficile la récupération d'épaves et surtout la localisation des épaves. Donc le fait de ne pas retrouver les bateaux alimente d'autant plus la théorie, mais c'est normal en fait. Et en fait le truc c'est que le triangle des Bermudes, il a inspiré beaucoup de livres, beaucoup de films, beaucoup de documentaires, d'émissions de télé. Et en fait, ça va contribuer à sa réputation et à alimenter justement les gens dans l'histoire, le côté très mystérieux de l'endroit. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on s'y penche, il n'y a rien d'anormal. Ou en tout cas, pas plus qu'ailleurs. Mais malgré ça, le triangle des Bermudes continue de fasciner malgré les explications des scientifiques, qui sont d'ailleurs plausibles pour la plupart des disparitions. Bien que certains incidents restent inexpliqués, il semble que la combinaison de facteurs naturels, humains, et de légendes exacerbées et contribuer à entretenir le mystère. Et ça, c'est sûr, on aime le mystère, c'est plus fort que nous, c'est comme ça. Mais bon, voilà pour le triangle des Bermudes. On ferme les parenthèses, maintenant on va s'intéresser et on va revenir sur notre vol et essayer de comprendre qu'est-ce qui a pu se passer, pourquoi les 5 avions du vol 19 ont disparu et pourquoi le sauvetage également a disparu 20 minutes après son décollage. Sur les théories de la disparition du vol 19, il y a évidemment la première, l'erreur humaine. Eh oui,
Parce qu'en étant humain, on fait des erreurs très souvent pour du caca. Et en fait, du coup, la théorie la plus répandue reste que le lieutenant Taylor, l'homme le plus expérimenté de l'escadron d'ailleurs, était persuadé d'être au-dessus des Florida Keys à un moment T, et en fait, a mal orienté le groupe, parce qu'il n'était pas là. Ses compas ne marchaient plus. Pour le coup, une défaillance, peut-être une défaillance technique, mais il s'est trompé. Et en volant vers l'est, il se serait tout simplement éloigné des terres, s'enfonçant dans les mers, et rapidement, ils auraient simplement manqué de carburant, et malheureusement, la suite vous la connaissez, ils se seraient crashés en mer. En plus, il faut savoir que les 5 avions du vol 19 étaient tous des vétérans de la guerre du Pacifique, des avions ayant traqué et parfois coulé des navires et submersibles japonais. Ils n'étaient donc pas d'une toute première jeunesse quand ils ont pris les airs le 5 décembre 1945. Quant à la météo, oui, elle était clémente lorsque les avions ont décollé de Fort Lauderdale, mais encore une fois, on sait que la météo est extrêmement changeante, et on sait d'ailleurs d'après les communications que la météo s'est fortement dégradée à un moment. Ensuite, faut pas oublier que dans tout l'escadron, le seul qui était expérimenté était le lieutenant Say Taylor. Tous les autres n'étaient que des pilotes élèves. Donc des mauvaises manipulations, c'était évident que ça allait arriver. Il y a une chose qu'il faut préciser. Les 5 avions devaient participer du coup sous la alouette du lieutenant Say Taylor à une série de simulations d'attaques anti-sous-marins en vol à ras des flots. Je sais pas si vous arrivez à imaginer. Une manœuvre qui est plutôt aisée en temps de paix sur un avion comme le TBF Avengers, mais qui reste quand même assez compliquée, surtout pour des élèves pilotes. Et le fait qu'ils volaient à ras des flots pour leur manipulation et leur simulation de vol, eh bien, a pu tout simplement leur coûter la vie, au-delà du manque de carburant si c'était perdu. Je rappelle que c'est une région avec une météo qui se dégrade très rapidement, qui cause des trombes marines, mais également des vagues scélérates. Et je vous rappelle que les vagues scélérates font quasiment 30 mètres de haut. Imaginez des avions qui arrivent à ras des flots pour pouvoir faire leur manipulation et qui n'ont pas fait attention que la météo s'était dégradée et qu'une vague scélérate leur arrivait dessus. Ils se sont peut-être tout simplement fait submerger par une vague. Donc la disparition des avions peut être expliquée par un ensemble de facteurs. Ça peut être une défaillance technique sur les avions où les compas ont planté, ce qui les a désorientés et du coup ils se sont retrouvés à court de carburant et du coup obligés de s'écraser. Durant leur entraînement, ils se sont pris des vagues scélérates où la météo s'est dégradée au point que malheureusement ça les a conduits à se crasher. Quand on analyse les conversations, les dernières conversations avec le vol 19, on partirait quand même plus sur le fait qu'ils étaient désorientés à cause de leur compas et qu'ils ont fait le mauvais choix, surtout le colonel, le lieutenant Taylor, qui a fait le mauvais choix de partir dans la mauvaise direction. Et pour moi, ils ont manqué de carburant et se sont malheureusement crashés dans les eaux par manque de carburant. La zone est extrêmement vaste, donc même pour les recherches, ça aurait été compliqué de savoir où ils étaient, parce que le lieutenant étant perdu n'a pas pu signaler réellement sa position. Donc c'est autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Et concernant le sauvetage qui a été envoyé par la marine juste après la disparition, et ben ça s'explique hyper facilement. Je rappelle que l'hydravion qui a été envoyé pour sauver et retrouver le vol 19 était surnommé la boîte d'allumettes volante. Déjà c'est pas pour rien qu'on la surnomme comme ça. Il faut savoir qu'il y a un navire de patrouille qui était dans la région à ce moment-là, qui va rapporter plus tard qu'il a vu une explosion en mer à l'endroit où l'hydravion volait. Juste après, il a vu des débris enflammés tomber dans l'eau. Tout s'est craché dans l'océan. Aucune trace des débris et des membres d'équipage ont été retrouvés par les fouilles après, mais ce témoignage, ça explique très bien quand même. L'avion est parti, il était connu pour prendre feu en plein vol sans aucune raison. Alors pourquoi continuer à voler avec, surtout pour du sauvetage, c'est pas la meilleure décision. Et il a juste explosé en vol, malheureusement. Et les débris sont retombés. Et vu que c'était des débris, ils ont coulé. Le temps que la marine s'aperçoive de tout ça, qu'il avait disparu, qu'ils envoient encore des recherches, tout avait coulé. Mais ils avaient des témoins, donc concrètement, la disparition de cet avion n'est pas un mystère. Mais très souvent, les articles qu'on trouve concernant le vol 19, c'est pas mentionné. Le témoignage des personnes qui ont vu le crash en vol, et qu'également cet avion était surnommé la boîte d'allumettes volante. Parce que on préfère le mystère, c'est plus croustillant, alors du coup d'enlever ces petits passages de l'histoire nous permet de nous dire, c'est vrai que c'est quand même bizarre, 5 avions qui disparaissent, on va le chercher, ça disparaît derrière, c'est quand même très perturbant. Non, il y a rien en fait de surnaturel, je suis désolée de vous l'apprendre. Cette affaire, comme l'affaire précédente dans les mystères aériens, n'est pas encore une affaire inexpliquée ou quelque chose où on peut se dire, ah, il y a du croustillant dedans. Je suis navrée de vous apprendre que non, c'est encore une fois des défaillances techniques, mais surtout des erreurs humaines, des choix humains qui ont conduit malheureusement à des pertes humaines tragiques, puisque d'un côté on a un lieutenant qui, peut-être un peu trop sûr de lui, a pris la mauvaise décision qui a entraîné toute son escadre vers une mort certaine, et ensuite le choix clairement de la marine qui a envoyé un avion qui n'était pas du tout fiable
pour secourir tout ça et qui a fini au fond des océans. Cette histoire, qui est la disparition du vol 19, est devenue un pilier de la légende du triangle des Bermudes, enflammant l'imaginaire collectif. Il y a des livres, des documentaires, des films qui ont exploré cette disparition et les mystères l'entourant. Beaucoup la considèrent comme une tragédie liée à des erreurs humaines, tandis que beaucoup d'autres y voient une preuve de phénomènes inexplicables. Pour ma part, je pense qu'il n'y a rien de surnaturel dans cette histoire et que malheureusement, c'est des choses qui arrivent un peu trop souvent, et c'est juste que cet endroit, le triangle des Bermudes, suscite beaucoup de spéculations parce qu'il y a beaucoup de disparitions au vu de l'énorme trafic aérien et maritime qui se trouve dans cette zone géographique. Statistiquement parlant, il n'y a rien qui nous prouve qu'il y a plus de disparitions. Je pense que beaucoup me contrediront en commentaire parce que le triangle des Bermudes reste le triangle des Bermudes et on aime le mystère et on aime ça, donc on n'a pas envie d'entendre ça. Moi non plus, j'ai pas envie d'entendre ça, et parfois je me dis que je devrais arrêter de faire des recherches sur des sujets comme ça parce que je vais finir par croire qu'il n'y a plus rien de mystérieux dans le monde. Mais si, il existe des choses mystérieuses, beaucoup de choses mystérieuses. Oh oui, oui. On va pas perdre cette âme qu'on a d'aimer les choses mystérieuses. Écoutez, sur ce, pour cette histoire ce sera tout, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous connaissiez l'histoire du vol 19, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que les théories que je vous ai avancées sont les bonnes? Ou est-ce que vous maintenez le fait qu'il y a quelque chose de plus surnaturel dans cette histoire? Ou est-ce que vous avez d'autres théories de votre côté sur cette disparition? Sinon, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait hyper plaisir. Et n'hésitez pas à passer sur ma boutique, encore une fois, je le rappelle, c'est important parce que c'est pas souvent. Vous avez la promo de Noël sur ma boutique, 15% de remise des 40 € d'achat, ce qui vous permet de faire des cadeaux très originaux pour Noël. Et surtout, en même temps, de me soutenir. Alors ça me ferait évidemment très plaisir de mettre mes créations au pied de votre sapin et de vous rendre joie si ça vous plaît, bien évidemment. Mais en général, j'ai pas trop de déçus, donc vous pouvez aller voir mes notes sur mon site, en général ça va. Sur ce, écoutez, je vous souhaite une excellente journée, matin, soirée, peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo, et je vous dis à lundi prochain pour une prochaine histoire. Adieu.